J'ai découvert mon excision dans un cabinet de gynécologie lors d'une consultation classique. Ayant 16 ans à l'époque, je ne me suis pas vraiment posé la question et je n'ai pas cherché à comprendre de quoi il me parlait. C'est quelques années plus tard, quand j'ai été enceinte de mon premier enfant, mon gynécologue de nouveau m'a informé que je risquerais d'avoir des complications dues à mon excision. Et c'est là que je me suis dit, ah, on m'a déjà parlé de ce sujet, et j'ai commencé à faire des recherches. Et c'est là que j'ai pris conscience que j'avais subi une mutilation sexuelle féminine. C'est l'ablation totale du gland du clitoris avec l'ablation des petites ou des grandes lèvres. En règle générale, les mutilations sexuelles féminines sont pratiquées dès le plus jeune âge. Ça peut aller au 7e jour de la naissance jusqu'à 15 ans, voire à un âge adulte, quand on constate que la jeune fille n'a pas été excisée, donc quelques jours avant son mariage. Généralement, les mutilations sexuelles féminines sont pratiquées soit par des exciseuses traditionnelles, ou bien par des médecins quand ça a lieu en milieu hospitalier. Moi, j'ai été victime des mutilations sexuelles féminines en étant très jeune dans mon pays d'origine qui est le Mali. Donc je suis née au Mali et j'ai grandi en France. Et mon excision a eu lieu à peu près entre l'âge de 0 et de 2 ans et demi avant mon arrivée en France. Dans mon pays d'origine qui est le Mali, 92% à peu près des femmes ont subi une mutilation sexuelle féminine. La première mutilation sexuelle aurait été découverte sur une momie égyptienne en Nubie, et cette pratique se serait répandue avec les déplacements des populations dans les pays de l'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Asie. Pourquoi les mutilations sexuelles féminines se maintiennent? C'est surtout, c'est devenu une tradition, des coutumes, des rites de passage. Parce que pendant très longtemps, on a imaginé que les mutilations sexuelles féminines étaient dictées par les religions, notamment la religion musulmane, ce qui est totalement faux. Comme je vous l'ai dit, l'excision est apparue bien avant sur des momies égyptiennes et bien avant l'arrivée des 3 religions monothéistes. Aujourd'hui, l'excision, elle est surtout pratiquée parce qu'on souhaite contrôler, dominer la sexualité de la femme, parce qu'on souhaite que la femme arrive pure à son mariage et qu'elle soit vierge. Donc c'est les raisons principales pour lesquelles l'excision se perpétue. Vous avez bien évidemment les conséquences médicales. Les excisions se pratiquent, comme je vous l'ai dit, à la naissance de l'enfant jusqu'à voir l'âge adulte. Donc l'enfant peut mourir d'une hémorragie suite à l'excision. Ensuite, vous avez tout ce qui est conséquences psychologiques. Vous imaginez une jeune fille très jeune, excisée, ça crée des traumatismes très forts. Donc ça peut créer à l'âge adulte de l'anxiété, des traumatismes et des angoisses. Et vous avez aussi toutes les conséquences qui sont les plus importantes, je pense, c'est les conséquences sexuelles. J'ai fait beaucoup d'IST et j'avais aussi des douleurs au moment du rapport sexuel. Et surtout, il y avait quelque chose aussi qui était assez compliqué, c'était mon image, enfin le regard que j'avais sur moi-même, parce que quand on parle des mutilations sexuelles féminines dans les médias, on a l'impression qu'on impute un peu à la femme qu'elle n'aura aucun plaisir. Parce que ce qu'on ne dit pas assez, c'est que le clitoris est l'organe du plaisir chez la femme. Il a une fonction dans le cœur de la femme, effectivement, c'est de procurer du plaisir. Et le fait de le couper peut diminuer le plaisir pour la femme. En France, pendant très longtemps, jusque dans les années 60, on mutilait les femmes pour les guérir soit de l'hystérie, soit de l'homosexualité, ou bien pour éviter qu'elles se masturbent. Vous avez 125 000 femmes qui ont subi une mutilation sexuelle féminine qui vivent sur le territoire français. Il y a un chiffre aussi qui est important de noter, c'est que 3 jeunes filles sur 10, dont les parents sont issus d'une communauté qui pratique les mutilations sexuelles féminines, peuvent être à risque. Et depuis les années 2000, il y a eu une affaire où une femme qui pratiquait les mutilations sexuelles féminines sur le territoire français a été condamnée pour la première fois à une peine de prison parce qu'elle avait excisé plus de 200 jeunes filles françaises sur le territoire. Depuis ça, effectivement, le sujet est quand même pris à bras-le-corps par la France, notamment par des lois qui ont été
qui ont été promulguées. Mais il y a aussi surtout un sujet qui est très important, c'est le tabou qu'il y a autour des mutilations sexuelles féminines, parce que quand on parle de mutilations sexuelles féminines, on parle de l'intimité de la femme, on parle de la sexualité. Même aujourd'hui en France, la sexualité de la femme en général, c'est pas un sujet dont on parle régulièrement. Alors la sexualité d'une femme excisée, encore moins. Quand les jeunes filles sont envoyées en vacances dans leur pays d'origine, on ne leur dit pas qu'elles vont subir une mutilation sexuelle féminine. Comme je vous l'ai dit, l'excision, c'est un sujet qui est tabou. On ne l'annonce pas, ça se pratique, ça se chuchote. C'est vraiment des choses qui sont faites sous couvert. Donc la jeune fille, quand elle part dans son pays d'origine en vacances, elle pense aller en vacances. Sauf qu'une fois arrivée en vacances, elle peut subir une mutilation sexuelle féminine et elle peut être traumatisée à vie. Donc de plus en plus de voix se lèvent contre les mutilations sexuelles féminines. Vous avez des témoignages, vous avez des associations. Donc ça aussi, ça permet un peu de délier les langues et que les communautés prennent conscience aussi de toutes les conséquences néfastes que les mutilations sexuelles ont sur la femme. Ce qui s'est passé, c'est que la crise sanitaire a fait augmenter le nombre de jeunes filles à risque, à peu près 2 millions de jeunes filles supplémentaires à risque selon l'UNICEF à cause de la crise sanitaire. Parce que comme tout le monde était confiné à la maison et que l'école est un rempart contre ces violences faites aux femmes et ces violences faites aux jeunes filles, et étant donné que les jeunes filles n'allaient plus à l'école et étaient à la maison, et souvent les exciseuses reprenaient les couteaux pour pouvoir proposer leurs services. Et ça a été vraiment un frein en tout cas à l'éradication des mutilations sexuelles féminines. Il y a des opérations chirurgicales qui sont proposées pour les femmes qui ont subi une mutilation sexuelle féminine, mais il est quand même très important de préciser qu'au-delà de la réparation médicale, il est important d'avoir plutôt une prise en charge complète. Je pense que l'opération règle la partie médicale, mais il est aussi important pour les femmes d'avoir un suivi psychologique et aussi un suivi au niveau de la sexualité. Parce qu'une jeune fille qui a été excisée dès son jeune âge n'a aucune conscience et ne sait pas comment son clitoris fonctionne. Donc ce n'est pas parce qu'elle fait une opération que c'est magique et qu'elle va tout de suite retrouver le plaisir après cette opération. Donc c'est la raison pour laquelle c'est important d'avoir vraiment un accompagnement pluridisciplinaire. Ces jeunes filles, elles peuvent prendre contact bien évidemment avec les autorités, la police, le 3919, qui a un numéro spécifique pour toutes les violences faites aux femmes. Et nous travaillons également avec une association qui s'appelle En Avant Toutes, qui est une association qui a mis en place un chat anonyme qui est spécialiste sur toutes les violences faites aux femmes et qu'on a formé sur la thématique des mutilations sexuelles féminines. Donc ces jeunes filles peuvent communiquer avec des répondantes qui peuvent les orienter vers des professionnels pour les aider si jamais elles pensent être à risque. Mais il faut savoir une chose, une jeune fille qui a été mutilée à la fois sur le territoire français ou dans son pays d'origine est quand même protégée par la France et elle peut porter plainte contre ses parents. Mais il y a aussi quelque chose de très compliqué, c'est que dans les mutilations sexuelles féminines, il n'y a pas énormément de condamnation ou de jugement parce que c'est très difficile pour une femme ou pour une jeune fille de porter plainte soit contre ses parents ou contre son entourage parce que les mutilations sexuelles féminines, elles sont soit décidées par la famille, soit décidées par l'entourage de la famille.